Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Xavier Moreau et Olivier Piacentini pour une émission sur le thème Civitas International. Quel objectif? Je précise que nous attendons peut-être encore un troisième invité qui serait Pierre-Antoine Plaquevent. Nous espérons le voir bientôt rejoindre cette émission au cours de cet enregistrement. C'est donc l'occasion pour moi, en tant que président de Civitas, pas encore dissous et peut-être jamais dissous si le droit prime sur la politique, mais aussi président de Civitas International. Nous avons lancé Civitas International il y a maintenant quelques semaines et je tenais à en débattre avec quelques invités qui sont aussi des amis de Civitas en particulier, il faut souligner que Xavier Moreau est aussi membre du conseil scientifique de Civitas et Olivier Piacentini, économiste bien connu, est aussi un ami de Civitas qui a déjà été un intervenant dans différentes activités, universités d'été, fêtes du pays réel, organisées à l'époque par Civitas. Alors, première question, chers amis, qu'avez-vous pensé de l'annonce de l'intention de Darmanin de dissoudre Civitas? Xavier? Xavier Écoutez, moi j'ai peut-être? écrit un livre sur le... Oui, oui, oui. J'ai écrit un livre sur l'histoire de la gauche française, le mémoire de la gauche française, et j'ai un chapitre qui s'appelle La gauche française et la répression. Donc j'étais même étonné que Civitas n'ait pas été déjà comment dire, supprimé, annulé, comme on dit maintenant, hein, cancel. Donc en soi, c'est un épisode normal dans le régime de la gauche française tel qu'il a été créé. Il est né dans la terreur, par la terreur, pour la terreur. Et donc finalement, on est dans la continuation de cette répression. Pour moi, le motif, donc avec cet extrait de la conférence de Civitas, et n'a aucun intérêt. De toute manière, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, Civitas aurait dû tomber sous les fourches codines du régime d'Emmanuel Macron, qui est dans la pure tradition de la terreur française. Donc pour moi, j'étais pas surpris. Je pense aussi que c'est aussi un moyen pour Darmanin, qui a perdu complètement le contrôle sur tout ce qui se passe réellement, sur les véritables problèmes de sécurité à l'intérieur du pays, de notre chère France. C'est aussi un moyen de faire croire qu'il est fort, en fait. C'est-à-dire, regardez, vous allez voir, là, les fascistes de Civitas, je vais leur montrer à qui ils ont affaire, comme si le problème aujourd'hui en France, c'était Civitas. Voilà. Donc, rien de surprenant. Pour être honnête, je pensais même que vous aviez déjà été sanctionné. De Moscou, je n'ai pas le temps de choisir, mais voilà, c'est dans la pure logique historique de la manière dont ce régime se défend contre toute forme d'opposition sérieuse. Et vous, Olivier, quel est votre avis sur le sujet? Mon avis sur le sujet, je soutiens totalement Civitas dans ce combat. Je ne comprends même pas quel est le motif qui peut les amener à dissoudre, puisque si on fait référence à ce qui avait été évoqué et qui poserait problème, c'est simplement une constatation historique qui a été faite, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je ne vois aucun motif de dissolution là-dedans. Et effectivement, Xavier a bien raison de parler du rouleau compresseur de la répression gauchiste qui ne cesse d'avancer et qui ne cesse de faire reculer nos capacités à nous exprimer. Je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a quelques jours, peut-être 2 semaines, il y a une espèce de site débile sur Twitter d'un type qui, évidemment, travaille sous pseudo et qui se fait appeler, je ne sais plus si c'est Saint-Just ou Fouquier-Tinville, et tous les jours, il fait la dénonciation d'un homme de droite. Il dénonce un homme de droite. Alors un jour, c'est tombé sur moi. Alors, il n'y a pas besoin de me dénoncer comme homme de droite, hein, puisque évidemment, je le revendique haut et fort avec fierté. Puis alors, il sort, méfiez-vous, Olivier Piacentini a des airs débonnaires, mais c'est un ennemi de classe féroce. Ennemi de classe féroce. Et il est homophobe et anti-LGBT. Alors, je me retrouve là devant ce tissu d'ânerie. Je ne peux même pas me défendre, bien que je n'ai jamais prononcé le moindre mot qui puisse laisser supposer que j'ai tel ou tel
type de phobie envers tel ou tel type de personne. Et alors, on me cite comme un ennemi de classe. Vous savez, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je passe ma vie à aider les gens qui travaillent dans la grande difficulté, qui sont souvent les petits chefs d'entreprise, les petits artisans, dont beaucoup, souvent maintenant, ont du mal même à se prendre un salaire. J'en connais qui n'ont pas pris de salaire depuis 3-4 mois, alors qu'ils travaillent. Alors, s'il vous plaît, on est vraiment dans un monde aujourd'hui où la gauche vous désigne à une espèce de vindicte, vous envoie une fatwa sur vous pour un oui, pour un non. Il n'y a même plus besoin d'être explicite ou quoi que ce soit. Il suffit qu'il y ait un soupçon de je ne sais quoi qui plane sur votre tête et vous êtes immédiatement réduit à la condition d'un homme mauvais, horrible, immonde. Et je trouve ça vraiment terrible. En fait, on est dans les méthodes staliniennes, claires et nettes, qui sont effectivement appliquées par ce pouvoir macroniste, mais également par toute la gauche autour, écologiste, LFI, etc. C'est terrible. Alors, je salue l'arrivée en studio de Pierre-Antoine Plaquemont. Bonsoir à tous. Bonsoir Pierre-Antoine. Bonsoir, Je vous bonsoir. mets immédiatement donc à contribution, je vous jette dans le bain. Oui. Première question, qu'avez-vous pensé de l'annonce de l'intention de Darmanin de dissoudre Civitas? C'est dans la continuité de ce qui a lieu depuis quelques années, et puis plus précisément depuis quelques mois, puisqu'il y avait eu aussi le colloque de l'Institut Iliade qui commémorait Dominique Vénère, je crois, qui a aussi été interdit. Et donc, en fait, il y a, je pense, une volonté de répression de tout ce qui est... En fait, il y a une volonté à la fois de faire monter en épingle une espèce d'ennemi imaginaire. Hein. C'est un peu la martingale qui revient en permanence. Hein. C'est bon, l'extrême droite, le péril de l'extrême droite, surtout après un été de violence. Comme on a eu au mois de juillet. Donc voilà, donc il fallait peut-être un petit peu allumer un contre-feu avec un autre péril. Et puis, je pense qu'il y a la volonté de réprimer tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est organisé politiquement et qui peut leur poser problème, peut-être dans la perspective de nouveaux confinements ou de nouvelles tentatives de contrôler l'espace social. Donc, ils savent qu'ils ont besoin de maîtriser les mouvements qui sont à l'origine enfin, qui contribuent aux manifestations et à la résistance populaire, puisque Civitas était en fer de lance de la manif, des premières manifestations avant la manif pour tous à l'époque, de la manifestation contre le mariage de même sexe, et puis là, contre le Covid récemment. Donc je pense qu'il y a cette volonté de brider ça. Après, on a vu aussi que c'était tombé quand même peu après aussi le soutien qui était venu des États-Unis, notamment du général Flynn. Du général Flynn à Civitas. Donc je pense qu'il y a peut-être sous-jacent à ça aussi l'international habituel des réseaux Soros et autres qui avertissent leurs relais en France de qui sont les ennemis de la société ouverte à l'intérieur de la France. Voilà. Donc il y a peut-être ces aspects-là. Et je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, Pierre-Antoine, des ennemis qui sont de plus en plus écoutés, suivis, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même autour de Civitas, depuis quelques mois et peut-être quelques années, mais on le sent de plus en plus, un engouement. Oui. Carrément un engouement. Je ne pense pas me tromper. Je pense qu'Alain En effet, pourra oui, nous il confirmer y a un qu'il y a vrai vraiment une hausse. développement et développement qui coïncide d'ailleurs avec les 2 ans de Covidisme. On a vraiment vu que les confinements, les restrictions sanitaires, etc., ont permis à beaucoup de gens de prendre conscience du changement de régime, si je puis dire, hein, de l'évolution vers une espèce de totalitarisme mondialiste. Et ça nous a effectivement complètement aidé à développer notre implantation territoriale, tant en France que hors de France. Oui, en effet. Si vous voulez, je pense que ça dépasse même. En fait, maintenant, c'est Civitas qui incarne ça, mais en fait, il y a un déficit j'allais dire, de christianisme politique dans l'espace social en France
Clairement. Et voilà. Et donc, vous l'incarnez, donc c'est normal que le pouvoir s'alarme de ça et que, on va dire, relié un petit peu à l'international globaliste, eh bien, le pouvoir mondialiste se cherche à contenir tout ce qui est pas maîtrisé, parce qu'en fait, bon, quand même, malheureusement, depuis des années, enfin, on peut voir que les mouvements pro-vie en Occident sont souvent soit tièdes, soit tenus par un espèce de conservatisme mou qui ne sert à chaque fois que de chausse-pied presque on va dire à l'extrême gauche globaliste, quoi. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas forcément contrôlable, peut-être, donc c'est ça qui leur pose problème. Et puis, je pense que là, on arrive à une échéance qui maintenant, là, est une échéance réellement de civilisation, c'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que le mouvement LGBT n'était que, moi j'appellerais ça le bouclier anti-émeute Bien sûr. du lobby pédophile, en fait, hein, parce que finalement, c'était, si on regarde dans les années 70 en France, le lobby pédophile et le lobby LGBT, c'était la même chose, puis ça a été scindé, et alors ils ont utilisé ce paravent qui fonctionne dans les sociétés européennes de la tolérance et de la liberté individuelle. Ils ont fait comme avec l'antiracisme, ils ont appuyé sur les droits humains, mais pour amener autre chose. Cette autre chose est Bien sûr. en train d'émerger maintenant. Et là, on arrive à une échéance qui est une échéance de civilisation. Alors, on voit aussi que là, ils ont une autre stratégie maintenant, c'est de dire, regardez, il y a soit finalement le projet de l'extrême centre, en quelque sorte, et puis ceux qui résistent à ça, là, ce sont les islamistes. Voilà. Donc là, il y a les islamistes qui brûlent les écoles en Belgique, et donc on essaye et ils veulent essayer de montrer que finalement, il n'y aurait pas de choix, quoi. Soit si vous êtes un Européen, vous êtes pour le changement de civilisation et la nouvelle normalité. Et puis si vous êtes contre, c'est que vous êtes du côté des islamistes. Donc il y a besoin d'incarnation, hein, en tant que chrétien Mais je d'une vais, forme je de vais, christianisme je vais politique. rebondir, Oui, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Pierre-Antoine. Je pense que Civitas s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus large, oui, voilà. qui est celui d'une conscience, d'une perte de sens, de valeur, d'identité et de tradition. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ressentent dans leur cœur et dans leur vie la perte de ces valeurs, la perte de ces traditions, la perte de leur cadre de vie, la perte de la sociabilité, je dirais, traditionnelle, et un certain nombre d'événements et un certain nombre de, je dirais, de mouvements commencent à regagner du terrain. Et je sens que le christianisme est véritablement en première ligne dans ce regain d'intérêt, de même que pas mal d'événements, je vous parle du Tour de France, de tas de choses, qui si vous voulez, rappellent cette France, je dirais, qui était debout, qui était fière d'elle-même, qui était fière de se montrer, qui était fière d'afficher ses valeurs. Et je pense que ce qui fait peur au pouvoir, c'est qu'ils sont parfaitement conscients de cette tendance très lourde dans nos sociétés, et ils ont évidemment peur qu'un mouvement comme Civitas, qui est quand même un mouvement très intransigeant sur ses valeurs, ne récupère une partie, je dirais, de cet engouement. Alors, je voudrais revenir aussi là-dessus, c'est qu'en fait, il y a une chose qui est claire, c'est que mai 68, donc les Kinsey Reports qui ont démarré dans les années 50, les années 60, qui ont, comme l'a dit très bien Pierre-Antoine Plaquevent, promu à la fois l'homosexualisme et la pédophilie. En fait, le mouvement a partiellement échoué à partir du moment où il est devenu ouvertement pédophile, avec Daniel Cohn-Bendit, avec Libération, avec voilà. Et donc en fait, s'attaquer aux enfants, quel que soit le niveau de dégradation de la civilisation, ça passe pas. Oui. Et je pense que c'est aussi le problème du régime actuel, c'est que une fois de plus, ils vont tomber sur le fait qu'il y a quand même quand vous arrivez à dégrader l'ordre naturel, la morale naturelle qui est dans nos cœurs, vous pouvez aller très loin, promouvoir l'homosexualité, l'infidélité, etc. Mais les enfants, même le plus dégénéré de tous les pères de famille ou de la mère de famille, c'est quand même la chair de sa chair, c'est un petit vulnérable, etc. Et je pense que la gauche, une fois de plus, va se fracasser
sur le mur de la réalité, c'est-à-dire que l'ordre naturel fait que les pères et les mères de famille, quelle que soit la famille reconstituée, divorcée, etc., veut protéger ses enfants. Et à ça s'ajoute le fait qu'ils ont fait rentrer des masses de population d'Afrique ou du Proche-Orient, du Moyen-Orient, qui sont, on va dire, pour le moins conservatrices. Et d'ailleurs, je voyais la manifestation que vous avez fait, cher Alain, voilà, vous aviez parmi les gens qui vous regardaient, vous aviez des musulmans, et il faut dire les choses qu'elles sont, c'est-à-dire que face à cette absurdité, on est, mine de rien, côte à côte avec ces populations traditionnelles. Moi, j'aurais préféré qu'elles ne viennent pas en Europe. Vous voyez, je vous le dis honnêtement, je ne suis pas tout immigrationniste, mais le fait est que ces espèces d'apprentis sorciers ont voulu créer à la fois une société multi-ethnique, multi-religieuse, et en même temps une société LGBT, et en même temps faire la guerre à la Russie. C'est pas possible. À un moment, il faut choisir. Et le problème aujourd'hui, voilà, vous ne pouvez pas avoir des officiers supérieurs transgenres et vouloir faire la guerre à la Russie. Ça ne suivra pas derrière, en fait, c'est pas possible. Et vous ne pouvez pas promouvoir comment dire, la société LGBT, la sexualisation des enfants, parce qu'en fait c'est ça ce qu'ils font, hein. C'est-à-dire qu'en expliquant aux enfants à partir de l'âge des 6 ans qu'ils peuvent changer de sexe, en fait c'est pour les sexualiser, parce qu'en fait à 6 ans, enfin moi j'ai des enfants qui sont dans ces âges-là, c'est pas leur problème, ils s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est des petites voitures pour les petits garçons et des poupées pour les petites filles. Et donc en fait, ça marchera pas, quoi. Et ça marchera pas parce que parallèlement, ils ont voulu en même temps, sans doute pour détruire la société traditionnelle, détruire l'identité française on peut reprendre la phrase du général de Gaulle, et quoi qu'il arrive, même si c'est bien qu'il y ait des jaunes, des noirs, etc., et un pays de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne, voilà, ils ont voulu détruire ça, et en même temps, ils ont voulu créer une société complètement délirante. Et ils arrivent au bout. Effectivement, Civitas, c'est la lumière dans le tunnel qui vous dit, mais au fait, le monde réel, c'est ça, en fait. En fait, c'est un affrontement entre le monde réel et le monde virtuel qui se sont créés et qui ne marchera pas. C'est pour ça que je suis plutôt optimiste, en fait. Et on voit d'ailleurs que cet affrontement est en train de prendre des proportions dans certains pays tout à fait surprenantes, comme par exemple ce 20 septembre, l'énorme manifestation au Canada. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi, mais la marche 1 million pour défendre les enfants, donc avec le slogan « Ne touchez pas à nos enfants ». Et donc une multitude, une foule gigantesque dans l'ensemble des grandes villes du Canada, et là encore, cette convergence de parents de toutes origines, et donc qui brise complètement le schéma des journalistes et des professionnels de la police de la pensée, puisqu'ils voient côte à côte des parents d'origine immigrés avec des parents issus des mouvements du camp national, du camp catholique traditionnaliste, et cela gêne évidemment tout le processus mental habituel de ces maîtres à penser du wokisme qui sont pris à leur propre piège et qui voient l'impossibilité naturelle, somme toute, de faire converger à la fois la propagande multiculturaliste et la propagande de dénaturation de la famille. Tout ça est d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que Mélenchon, par exemple, qui essaie de récupérer le vote communautaire musulman, il parle de racisme anti-musulman, comme si l'islam était une race. Et pourquoi ? Parce que ils veulent revenir sur leur définition de l'ennemi des années 80, c'est-à-dire les mouvements antiracistes. Parce qu'en fait, si jamais ils sortent du racisme, en fait, mais les musulmans, ils sont contre tout ce qui est promu par Mélenchon. Enfin, les militants de Mélenchon sont toutes les manifs woke, égalitaristes, LGBTistes, etc., etc. Donc aujourd'hui, ils se sont créés un problème. Et c'est vrai que quelquefois, moi j'ai envie de dire, bon, c'est comme
pardon, popcorn time. Regardons un peu comment ils vont s'en sortir entre leurs idoles LGBT féministes qui tapent sur leurs femmes quand même, hein, à la France insoumise, Oui, oui. et puis finalement ceux qui sont censés défendre, et si seulement on avait quelqu'un en France qui dise mais ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire écoutez, pour la lutte pour protéger nos enfants, il y a une convergence des luttes, comme disent les marxistes, contre la gauche, contre le gauchisme, LGBTisme. Là, ça mettrait vraiment en difficulté en fait la gauche française. Mais malheureusement, ça n'existe pas, absolument pas, même à la marge dans le champ politique français. Pour Alors, rebondir sur oui. Question suivante peut-être, qu'est-ce que cette intention de dissolution de Darmanin révèle selon vous de ce régime? Et évidemment, quand je parle de l'intention de dissolution de Civitas par Darmanin, je pense aussi à toute la politique menée ces derniers mois de répression organisée par Darmanin, interdiction de colloques, interdiction de défilés, interdiction de réunions, de conférences, de concerts, tout ce qui est associé au camp national en France en ce moment fait l'objet d'une répression. Qu'est-ce que, selon vous, cela révèle de ce régime? Alexandre, peut-être d'abord. Alexandre. Xavier, pardon. Oui. En fait, moi, je pense qu'effectivement, c'est un peu ça sent un peu le vent de panique parce que tout s'écroule. Tout ce sur quoi ils avaient investi, c'est-à-dire le covidisme radical, la guerre en Ukraine, tout ça s'effondre. Et donc, et surtout, je pense que contre Civitas, c'est ce que je disais au début de l'émission. Je pense que Darmanin veut montrer que, en fait, il a les choses en main et qu'il est fort. Donc, évidemment, vous n'allez pas vous attaquer aux émeutes de banlieue, parce que là, en fait, ils ne peuvent rien faire, sauf à tirer dans le tas. Et ça, évidemment, on n'en est pas encore là. Donc, en fait, il faut montrer qu'on va s'attaquer à la bête immonde dont le ventre est encore fécond et qui a accouché de Civitas. Donc, je dirais, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, cher Alain. C'est une reconnaissance de votre travail, de l'ensemble de votre œuvre, d'être interdit. C'est l'hommage du vice et la vertu. Exactement. Je pense vraiment que c'est ça. Et en fait, c'est assez pitoyable. C'est-à-dire que Darmanin, qui est faible qui est incapable de défendre les gens qui vivent dans ces banlieues, dans ces zones qui ont été complètement pillées, où ils allaient détruire le supermarché du coin, etc. Il était complètement impuissant. Et donc là, il essaie de faire croire qu'il est encore capable de faire quelque chose. Mais en fait, c'est vraiment plutôt le signe d'une fin de régime, à mon avis. C'est assez pitoyable. Et ça ne m'étonne pas de Darmanin. En même temps, on a les ministres qu'on mérite. Olivier, une réaction? Alors, je rejoins Xavier sur le régime aux abois, complètement aux abois, qui n'a plus aucun soutien dans aucune couche de l'opinion, c'est-à-dire y compris ses soutiens traditionnels, les retraités, certaines élites. Il est lâché de toutes parts. Et le monde entier s'en est rendu compte lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, où je n'ai jamais vu un chef d'État essuyer une pareille humiliation aux yeux du monde entier. Ça a été flagrant. Alors, ce régime est aux abois, outre son impopularité totale, mais également son incapacité à résoudre tous les problèmes et même à assurer la conduite de l'État, puisque nous sommes dans un pays qui n'a plus aucune autorité sur les citoyens. L'autorité de l'État est bafouée matin, midi et soir. Comme on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu entre nous, il n'y a plus rien qui marche dans ce pays. Plus aucun service public n'arrive à tenir le rang qu'il avait et qui est en rapport avec ce qui est demandé aux contribuables pour le financer. L'économie, il n'y a que Bruno Le Maire qui trouve que ça va bien. En réalité, c'est le pire désastre qu'on ait jamais vu, puisqu'il faut savoir que la France a enregistré l'année dernière, en 2022, le plus gros déficit commercial jamais enregistré par un pays européen depuis 1945. 160 milliards d'euros. On vous parle des maîtrises des déficits sur les 8 premiers mois. Pardon. Sur les 8 premiers mois de l'année, 120 milliards d'euros de déficit du budget. Record absolu. Bon,
Le gouvernement se gargarise des chiffres du chômage. Il faut savoir quand même que le chômage a baissé d'une façon presque mécanique dans toute l'Union européenne et qu'aujourd'hui, il a moins baissé en France qu'ailleurs. Et la France est le pays où il y a le plus de chômeurs dans toute l'Union européenne, après la Grèce et l'Espagne. Donc, on est le troisième pays qui a le plus de chômeurs et le gouvernement trouve moyen de se gargariser de ça. Donc, vous avez une situation globale qui est calamiteuse et le gouvernement se sert de cette dissolution de Civitas, comme il avait voulu se servir de l'interdiction qui finalement n'avait pas pu aboutir grâce, je dirais, au Conseil d'État et à la préfecture des défilés de l'Action française. On essaye systématiquement de mettre en avant, je dirais, des grands méchants loups qui seraient à l'origine, je dirais, du désordre et de la pagaille en France. Et or, ces grands méchants loups, tout le monde le sait, n'ont rien à voir dans la situation actuelle. Hein, rien à voir. La situation actuelle, elle est due au gouvernement Macron, comme elle était due au gouvernement Hollande auparavant, et puis elle est due à l'atmosphère générale qui est distillée par ce gauchisme mental qui est ultra minoritaire dans l'opinion, mais qui a énormément, je dirais, de caisses de résonance, à la fois dans les médias, les universités, la justice, etc., et qui nous amène à, je dirais, une situation de désordre en termes de valeurs qui se répercute sur l'ensemble de la société et qui nous conduit à une catastrophe dans tous les domaines. Alors, Pierre-Antoine, bien sûr la même question, mais je voudrais aussi en même temps en ajouter une autre directement reliée à cela. Donc, qu'est-ce que cela révèle pour vous de l'état du régime, mais aussi comment expliquez-vous que eh bien, nous ayons 89 députés à l'Assemblée nationale qui sont censés incarner le camp national et qui sont strictement muets sur toute cette politique de censure du camp national, puisqu'on voit bien qu'ils se sont tus quand le colloque de l'Institut Iliade a été interdit, ils se sont tus quand les défilés de l'Action française ont été interdits, ou les défilés d'hommage à Sainte-Jeanne d'Arc au sens large. Ils se sont tus quand l'annonce d'intention de dissolution de Civitas a été prononcée. Voilà. Quel est votre avis sur finalement cette répartition des forces en présence sur l'échiquier politique français? Alors, déjà, en fait, sur ce que ça révèle sur le régime, eh bien, il faut toujours avoir en tête la nature du régime sous lequel nous vivons. Nous ne vivons plus sous un régime, on pourrait dire, étatique classique. Nous vivons sous un régime d'occupation globaliste. Le personnel politique que nous avons n'est pas un personnel politique national, c'est un personnel d'occupation du projet globaliste. Dès quand on parle de Bruno Le Maire, de gens comme ça, pour moi, ce ne sont pas des gens qui sont incompétents, ce sont des gens qui appliquent un projet qui est décidé ailleurs et on va dire, ils peuvent être incompétents ou pas, mais ils sont surtout corrompus et tenus par des gens. Et en fait, ils sont la façade finalement qu'on nous montre, mais les décisions sont prises ailleurs. D'ailleurs, c'est tout le sujet de mon prochain livre. Le problème, c'est qu'on est coincé entre, si vous voulez, les globalistes ont cette idée d'arriver à un État mondial et en fait, progressivement, ils déconstruisent l'État national et ils ne laissent en place que le strict minimum d'appareils étatiques qui sert à la répression et à la gestion quotidienne de la population qui vit sur ce territoire de la zone Atlantique Nord qui s'appelait autrefois la France dans leur esprit. Voilà, donc en fait, on a le pays réel finalement sans l'État. Eh bien, c'est comme, comment dire, comme un individu sans système immunitaire. Donc, le pays réel est livré en fait à tous les vents des agressions extérieures et de la globalisation déclinante d'ailleurs, hein, puisque maintenant on passe à une autre phase. Hein. Donc, et le problème, il est essentiellement là, sur la nature du régime, et puis le fait d'attaquer comme ça les forces de droite ou les forces nationales, pour le régime, c'est une manière de resserrer sa base qui est très étroite, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais qui est toujours là et qui en fait est une base qui est
qui est active et qui tient les secteurs clés, hein, savoir tant que dans un gouvernement illégitime, dans un régime illégitime, tant que vous tenez l'appareil de répression et l'appareil de propagande, eh bien, vous pouvez tenir comme ça longtemps, en fait. Hein. Bon, là, maintenant, on arrive à une limite, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous coalisez autant de secteurs de population contre vous, et ce qui va arriver maintenant, c'est ce que nous analysons depuis longtemps sur Stratégica, c'est-à-dire le fait qu'au bout d'un moment, il y aura des patrons d'entreprise qui vont comprendre aussi que finalement, qui vont se gilet jauniser en quelque sorte. Et donc, on va avoir vraiment un mouvement social latent qui va être de plus en plus large. On le voit même dans les déclarations de Leclerc. Donc, on va arriver à quelque chose, et une nouvelle forme de populisme peut émerger. Et je pense que on arrive à une échéance de toute façon qui est simple. C'est soit la France trouve une forme politique qui lui permet de rentrer dans un retournement politique et stratégique, et qui la fait en gros sortir de tous les outils d'occupation globalistes qui la tiennent, hein, y compris l'Union européenne. Et ça peut se faire, en fait, on peut arriver à un tournant historique de la même manière que, on va dire, l'opération militaire spéciale au niveau géopolitique a surpris la communauté internationale. On peut avoir des retournements politiques, et je pense que la France, voilà, c'est une pièce clé, en fait, hein, qui ont toujours eu du mal à contrôler. Et là, en fait, Macron est chargé d'en finir avec la France. C'est vraiment ça, il est chargé de ça. Il est chargé d'en finir avec la souveraineté. On est un des piliers on est un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. On est la seule puissance nucléaire indépendante de l'Union européenne. Donc, si nous on tombe, après il reste plus rien. Donc, mais on peut encore, il peut y avoir un retournement. Donc la France est vraiment le pays à abattre, et qu'il faut tenir. Donc là, effectivement, et on arrive à une convergence l'enfer est divisé contre lui-même. Hein. Donc là, à force effectivement de fabriquer cette espèce d'enfer social, eh bien, on se retrouve avec des contradictions qui risquent peut-être de leur échapper eux aussi. Hein. Mais il ne faut pas se leurrer. Il faut bien se dire qu'ils sont très malins, puis ils ont quand même ils ont une avance, et en fait, même quand les temps de trouble vont vraiment arriver, ils vont faire émerger des fausses oppositions, des faux leaders, toutes sortes de choses qui peuvent leur permettre de gagner du temps dans leur projet. Donc, voilà. Et donc oui, alors sur la nature des députés, effectivement, on voit là la limite du système de représentation parlementaire. C'est du français. Si je peux me permettre, parce que là, je ne sais pas, j'en avais parlé dans un de mes bulletins d'information, c'est-à-dire que la tête de liste de l'Alternative für Deutschland, donc le parti nationaliste en Allemagne, il s'appelle Maximilien Krah. C'est un catholique traditionnaliste qui veut sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, qui veut reboucher Nord Stream 2, qui est contre l'avortement. Donc, je pense que malheureusement, de ce que j'observe, d'ailleurs, notamment, moi, j'observais ça surtout du point de vue du conflit donc de la Russie en Ukraine contre l'OTAN. Ce à quoi fait allusion Pierre-Antoine est tout à fait vrai, mais pour l'instant, ce que je vois se gilet jaunisé, c'est plutôt les industriels allemands. Et vous voyez, par exemple, le ministre-président du Länder de Saxe, vous voyez donc Maximilien Krah à la tête de liste. Celui de Saxe, il est des chrétiens démocrates, CDU. Eux, ils sont déjà en train de dire maintenant, il faut arrêter. La plaisanterie a assez duré. Voilà. En France, j'observe pas ça. Et moi, alors ça, je suis d'accord avec Xavier. Je reviens sur mon bouquin sur le livre noir de la gauche française, c'est-à-dire qu'il s'est passé quand même un mouvement de sinistrisme, comme c'était appelé dans les années 20, ou de sinistrogir, c'est-à-dire que en fait tous les partis sont de gauche. Et pour moi, ce qui était vraiment révélateur, c'est-à-dire qu'en 2022, il y a eu deux crises importantes, enfin deux moments importants, c'était mettre l'avortement dans la Constitution et la guerre ou la paix avec la Russie. Donc, on parle vraiment de choses fondamentales, la mort ou la vie, et la guerre ou la paix. Et la totalité du corps politique français, la moitié des députés dont vous avez parlé, ont voté pour mettre dans la Constitution l'avortement. Absolument. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, en France, il n'y a rien.
Et même si vous voyez, par exemple, sur la guerre en Ukraine, vous avez des partis minoritaires qui ne sont pas représentés, qui font un très bon travail, François Asselineau, Florian Philippot, Dupont-Aignan, mais sur les questions fondamentales de la vie ou de la mort, c'est-à-dire de l'avortement, de l'identité de la France qui ne peut être que catholique, comme l'identité de la Russie est orthodoxe, enfin, soit la France est catholique, soit c'est autre chose. Encore une fois, j'ai souvent les bolcheviks au moins ont eu la délicatesse de ne pas appeler ce qu'ils créaient la Russie. Ils ont appelé ça l'URSS, le mot Russie a été éjecté. Et malheureusement, aujourd'hui, en fait, ils ne devraient pas appeler ça la France parce que ce n'est pas la France, en fait. Et donc, sur ces questions fondamentales, hein, vraiment des fondements même de l'identité de la France, etc., il n'y a pas un parti, y compris dans les partis ultra-minoritaires, bon, à part Civitas, mais vous n'êtes pas un parti. Hein. Si, nous sommes un parti, précisément. C'est justement ce qui est en ce moment l'épine dans le pied de Darmanin par rapport à son intention de dissolution, c'est que nous avons le statut de parti politique. Ben voilà, écoutez, je n'avais pas percuté là-dessus, mais c'est une bonne introduction. Et ben, vous êtes le seul. Et vous êtes le seul. Et si vous voulez, moi, ce qui vraiment, j'ai été en contact avec les mouvements conservateurs, notamment l'Alternative für Deutschland, les mouvements conservateurs américains. La France est le seul pays dans lequel l'avortement n'est pas un débat. Oui, tout à fait. Et la question, c'est-à-dire que la France est le pays le plus avancé de tous dans, je dirais, la nouvelle société mondialiste qu'on veut nous imposer. En réalité, non seulement la France n'est pas résistante, mais je dirais même que c'est le pays le plus atteint par le globalisme, par l'inversion des valeurs, le mondialisme, tout ce que vous voulez. Et c'est bien malheureux, et on le ressent. Alors, oui, il y a le globalisme, mais il y a aussi un mouvement intérieur à la France. Faut quand même pas. On a commis un péché. Enfin, j'avais pour Civitas à l'Union européenne, quand j'avais fait cette conférence sur les origines de la Révolution française pour le bolchevisme. Au Parlement européen que nous avions tenu. Voilà, exactement. Donc, qui est toujours en ligne. Enfin, donc j'avais préparé mon intervention, mais c'était effrayant. En fait, tout était quand il trouve Dzerzhinsky, il dit j'ai trouvé mon fou qui est un vil. Enfin, tous les systèmes totalitaires du XXe siècle se sont inspirés de la Révolution française. Le terme de régénération, qui est partout, nous ferons de ce pays un désert plutôt que de ne pas le régénérer à notre manière. Vous trouvez ça dans le national-socialisme, vous trouvez ça dans le bolchevisme. Ils veulent toujours, et là encore, ils sont en train de nous régénérer. Modèle LGBT. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est typiquement français, qui n'est pas lié au globalisme. C'est-à-dire qu'on est rentré dans cette spirale, et en fait, on n'est pas capable, ça c'est le travail de la Troisième République, je pense, on n'est pas capable d'un moment de dire stop, on revient en arrière, c'était mieux avant. Et c'est ça qui est. Il y a quand même quelque chose de typiquement français. Et qui, par exemple, qui n'existe pas en Allemagne. Oui, mais. Comparer Maxime Yankra, la tête de liste des européennes de l'Alternative für Deutschland, c'est je crois que c'est un homme d'affaires. Il doit avoir un QI de 150. Il est catholique, traditionnaliste, contre l'avortement. En face, il y a Jordan Bardella, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui doit avoir son bac, qui sait pas ce que c'est qu'un bulletin de paye. Voilà. Et donc il y a quand même un problème qui est typiquement français, qu'il faut bien accepter. Donc, à part Civitas, il y a aucun parti, même minoritaire, qui défend la France en tant qu'un pays de l'identité catholique. Ce qui, pour moi, la France, elle est catholique ou elle n'est pas, comme la Russie est orthodoxe ou elle n'est pas. Et c'est ça qui est assez. Alors moi j'ai confiance, mais qui est assez inquiétant. Et ça explique aussi pourquoi on s'attaque à vous, cher Alain. Oui. Alors on va rebondir sur la question suivante. Quel est votre avis sur le lancement de Civitas International ? Donc une annonce qui en a surpris plus d'un, mais donc voilà, c'est intéressant de vous consulter chacun sur ce sujet. Xavier, voilà, je te laisse ouvrir chaque fois les hostilités. On va dire que je parle trop. Moi, j'aime bien les nouvelles technologies. Et donc, ce que j'aime bien avec les nouvelles technologies, c'est qu'il y a toujours moyen de contourner la censure dans les technologies de l'information ou dans les technologies, par exemple, sur les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'en fait, on vous interdit là, mais vous avez déjà trouvé 10 moyens de contourner le. Donc, effectivement, le régime est aux abois. En plus, je pense, par exemple, le régime français, et technologiquement, je le vois dans un domaine qui m'intéresse, qui est les crypto-monnaies, qui est l'idée même d'interdire les VPN. Enfin, comment vous voulez interdire un VPN ?
Ils sont complètement à la ramasse, pour parler familièrement, et ils ont voulu vous interdire. Et à l'époque, c'était Jean-Marie Le Pen qui avait dit, je sais plus, ils avaient dit sous je sais pas qui, peut-être le GUD ou j'en sais rien, il dit on dissout pas une bande de copains. Et c'est assez futé. Et c'est vrai, c'est-à-dire que dans la mesure où il y a un mouvement réel qui existe derrière, qui, comme ça a été très bien rappelé au début de cet entretien, a lancé le mouvement de la manif pour tous, en terrorisant l'église officielle, qui a tout de suite il a fallu faire quelque chose, parce que sinon, à terme, c'était Civitas qui allait avoir 500 000 personnes dans la rue. Voilà. Donc, évidemment que ils vont essayer de trouver tous les moyens, et vous avez trouvé un moyen. Vous avez créé une nouvelle crypto-monnaie, entre guillemets, qui va vous permettre de contourner le fait que votre compte en banque a été fermé. Je sais de quoi je parle. donc, pour moi, ça s'inscrit dans le fait qu'on ne peut pas dissoudre quelque chose qui existe. Voilà, Civitas existe, ça repose sur une doctrine, une réalité anthropologique, une réalité nationale, et maintenant internationale, parce que le catholicisme n'est pas qu'un fondement pour la France, il l'est aussi pour des nations comme l'Espagne, le Portugal, voilà, la Belgique. Donc effectivement, non, ils ont essayé de vous faire taire, et finalement, au contraire, ils vous aident à vous développer, parce qu'ils vous obligent à être plus futés, meilleurs, mais ils vont se radicaliser, hein, plus vous allez parce que vous les rendez fous en fait. En faisant ça, en trouvant les moyens de contourner, vous les rendez fous. Il faut bien en avoir conscience. Et ça va être... J'en vois les prémices, puisqu'encore mardi soir, du coup, alors que je devais tenir une conférence à l'invitation d'une association locale dans la région lilloise, le préfet a interdit ma conférence sous le motif, tenez-vous bien, que j'aurais pu en profiter pour exposer ma théorie sur la rémigration dans le contexte de la grande arrivée de migrants sur l'île de Lampedusa. Wow. C'est surréaliste. C'est totalement surréaliste. Vous êtes interdit de commenter l'actualité, si je crois. Voilà. On m'interdit de commenter une actualité qui est commentée sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les antennes de radio, dans tous les journaux. C'est totalement absurde. Mmh. Donc effectivement, voilà, ils sont vraiment dans la. Mais en creux, ils disent, en fait, en creux, en faisant ça, on pourrait très bien s'en servir pour expliquer qu'en fait, c'est la preuve qu'ils soutiennent l'immigration, puisque oui, absolument. Officiellement, le gouvernement a l'air affolé, s'inquiète pour l'Italie, pour ce que ça pourrait donner à l'échelle de l'Union européenne, mais en réalité, le fait qu'ils ne veulent pas vous laisser exposer vos théories sur la rémigration prouve bien qu'en fait, ils ne veulent pas, ils soutiennent en fait l'immigrationnisme, clairement et nettement, en interdisant des gens comme vous de s'exprimer pour aller à son encontre. Et donc, tout ce que raconte le gouvernement et son espèce d'effroi simulé, ces cris de vierge effarouchés sur ce fil de bois, la décision qui a été prise à votre encontre prouve bien que ce n'est qu'une façade. Absolument. Et vous, Pierre-Antoine, quel est votre avis sur le sujet avant qu'on... Alors oui, déjà sur cet aspect de l'immigration qui est voulu, oui, là c'est la même chose hein, que la compétence de Bruno Le Maire. Hein. Ce sont des choses qui sont voulues et qui sont en fait c'est connexe. Hein. D'un côté, vous avez tout ce qui est en fait de l'ordre de l'affaiblissement de la fertilité, de la fécondité des Européens, et puis de l'autre, vous avez comme disent des gens comme Mélenchon ou comme l'ancien ministre de l'Environnement Yves Cochet ou des gens comme ça, qu'il faut que les Blancs fassent moins d'enfants pour accueillir plus de migrants. Donc vous avez, comme eux, ils sont dans une perspective globaliste, il faut gérer les problèmes démographiques à l'échelle globale. Et puis ils savent très bien, comment dire, ils ont encore von der Leyen a besoin d'esclaves, donc les robots ne vont pas tout faire, donc il faut faire venir des gens pour faire les tâches les tâches que les gens ne veulent pas faire. Donc, ils ont besoin et en même temps, ça crée de la division dans la société. Ça crée des divisions horizontales plutôt que des soulèvements contre l'oligarchie. Donc, c'est parfait pour eux. Je voulais revenir juste sur un point là, parce que Xavier a évoqué deux choses qui me semblent importantes. Vous avez parlé finalement
comment dire, de Civitas qui est en tête de la manif pour tous, de l'époque de Le Pen. Alors, comment est-ce qu'on est passé, en fait, par exemple, de Le Pen père à Jordan Bardella? Comment est-ce qu'on est passé de la manif pour tous avec Civitas à Frigide Barjot qui guide la manif pour tous? Voilà. Et en fait, on voit qu'il y a quand même le système, c'est comme ce que disait Maurras à l'époque, hein, le système gouverne mal mais se défend bien. Donc il y a vraiment, à chaque fois que quelque chose émerge, il y a un écrémage. Et dans tout le système politique, et ça c'est dans tous les mouvements, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, quand vous avez des gens de qualité, eh bien, c'est systématiquement fait pour les décourager et pour les empêcher de monter. Et là maintenant, dans l'appareil Front National, bon, avec Chenu, les gens comme ça, c'est une sélection qui est même une sélection, on va dire, d'un autre type et qui est fondamentalement la même que dans les autres, que dans le système LGBT généralisé du parti politique en France. Donc en fait, c'est la même chose. On regarde le Front National, c'est un parti féminisé et tenu par des gens qui sont dans la même orientation anthropologique que le reste du personnel politique français. Donc en fait, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Voilà, et ça c'est un vrai problème de représentation à ce niveau-là. Et comment dire, on lutte vraiment contre, enfin, contre à la fois la féminisation, le féminisme, l'immigration. Enfin, tout est poussé à fond en fait, hein, parce qu'ils savent que c'est le seul moyen d'en finir avec le pays réel. Voilà, donc tout ce qui va émerger, on va dire qu'il va vouloir tendre comment dire, à coaguler des forces du pays réel, ben, dès que ça va émerger, forcément, ça va être ciblé par ces forces de la subversion. Et la non-représentation politique, maintenant, elle est claire pour tout le monde. Enfin, les gens les gens ne votent plus, et finalement, quand ils votent, ils voient bien que ça ne sert à rien. Donc voilà, je pense que là, on est dans une impasse politique. Il y a un seul système de représentation. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'AfD. Je ne sais pas si quand même, l'AfD en Allemagne, ils ont aussi eu une représentante qui était, pareil, une lesbienne ou je ne sais pas, quelque Oui, chose tout comme à ça. fait. Donc, Qui a on même a été la l'impression, dirigeante du mouvement. voilà, qui a été la dirigeante. Tout à Donc, on a fait, l'impression que tout à fait. Mais aujourd'hui, ouais, oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ne vont aujourd'hui, en pas le fait, ce qui est remplacer intéressant, quand il arrivera voilà. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a différents courants à l'AfD et qu'aujourd'hui, Oui. le courant qu'il a emporté pour diriger la liste européenne, c'est le courant catholique traditionnel. Ça n'arriverait Oui, pas. Mais c'est C'est alors là, ça veut impossible dire que qu'il y a ça arrive en il y France. a comment, important. Oui, oui, il y a des processus internes dans leur parti qui leur permettent Ouais. de Oui, vraiment représenter le parti alors. oui. ouais, ouais. Alors qu'à Ouais, l'inverse, on peut dire qu'au Rassemblement national, c'est exactement le, C'est c'est le c'est le l'inverse. contraire. processus Moi, je vous totalement. dis honnêtement, je pense que Marine Le Pen s'attendait pas à avoir 89 députés et qu'il y en a une Oui, partie, sans doute la moitié, qui sont, à mon avis, trop catholiques, trop traditionnels. Et ceux-là, aux prochaines législatives, ils vont dégager. Et à la Bien sûr. place, il y aura les copains de Chenu, de bien Jordan sûr. Bardella. J'ai aucune illusion là-dessus. C'était complètement inattendu, hein, je pense, pour Marine Le Pen. Non, mais le Alors, système je rebondis politique, oui. sur la question suivante. Comment voyez-vous le rôle que Civitas International pourrait jouer? Pierre-Antoine, disons, inversons la boucle. Pierre-Antoine d'abord. Bah, là-dessus, je ne sais pas trop, parce que c'est pas, enfin, je soutiens le mouvement, mais je ne suis pas partie du mouvement. Donc, mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce que je vous disais au début, c'est il y a un déficit de représentation du christianisme politique, généralement en Occident. Moi, je mets assez comment dire, l'approche qu'avait le conservateur américain Rob Dreher, qui avait écrit ce livre, Comment vivre en chrétien dans un monde qui ne l'est plus, ou dans une société qui ne l'est plus. Mais je pense qu'il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire il faut prendre conscience qu'en fait on est finalement maintenant un lobby parmi d'autres. On est en fait mais on représente beaucoup et potentiellement beaucoup plus. On le voit, et notamment tout ce qui est catholicisme traditionnel, on l'a vu au dernier pèlerinage, pèlerinage De Pentecôte. de juin dernier. Voilà. Et en fait, on a vu que tous les jeunes, on a vu aussi les baptêmes de jeunes, notamment à Pâques, Oui, oui, oui. qui est très nombreux. Donc, il y a un vrai. Ça, d'ailleurs, c'est notre camarade musulman Youssef Indy qui avait étudié ça sur Stratégica. C'était intéressant où il parlait de finalement comment la République
ne pouvait tenir qu'en s'appuyant sur la négation du catholicisme. Mais une fois que le catholicisme, en quelque sorte, s'est affaissé, eh bien, la République va s'affaisser aussi. Elle va tomber avec. Donc, en fait, toute forme politique en France ne peut s'appuyer que sur l'autel, en quelque sorte. Donc, la religion, en quelque sorte, se vide est forcé d'être comblé. Alors, soit il est par autre chose, hein, c'est ce que Xavier tout à l'heure parlait de la Révolution, mais c'est ce qu'avaient tenté les révolutionnaires avec l'être suprême et ce genre de délire-là. Donc, soit le mondialisme, voilà, la déesse raison, soit le mondialisme ira ouvertement dans une espèce de culte New Age, mais là, c'est pareil, je pense que ça ne prendra pas. Et puis maintenant, avec les musulmans présents en France, ça prendra encore moins. Donc forcément, il va y avoir quelque chose autour du christianisme et précisément du catholicisme pour l'espace catholique, on va dire. Et pour un catholicisme, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a vu le pape François qui, quand il va en Russie, se félicite de l'identité russe et orthodoxe des Russes, mais qui en Occident combat finalement l'identité traditionnelle catholique. Donc il y a une place effectivement pour, je dirais, un catholicisme. En fait, il faut revenir aux sources du catholicisme social et corporatiste du 19e siècle. Et en fait, il y a une place en France pour une droite, et plus largement en Occident, pour une droite sociale réellement. C'est-à-dire qui reprennent les choses, la question sociale à la gauche et à l'extrême gauche, et qui la relient à la question spirituelle. En fait. Et donc, je pense que Civitas peut être un des fers de lance de ce combat-là. Olivier, votre avis sur le sujet? Je pense qu'un tel organisme, je crois que son principal objectif, ça doit être de rappeler effectivement tout ce que notre civilisation, l'Occident, doit au christianisme et au catholicisme, et il doit le rappeler dans un cadre international pour bien montrer qu'en fait, en perdant nos valeurs chrétiennes et nos valeurs catholiques, nous perdons notre identité et nous perdons, je dirais, le sens de nos sociétés. Et je crois que c'est ça, véritablement, que cet organisme, ce nouveau parti, donc Civitas International, doit mettre en avant. Pour reprendre ce que disait Pierre-Antoine sur cette idée d'un catholicisme social corporatiste, je crois que c'est très intéressant d'orienter véritablement un volet programmatique social, mais pas du social qui retombe systématiquement dans l'assistanat, dans toujours la recherche, je dirais, de problèmes sociaux, sociétaux. Je crois qu'il faut rappeler quand même les fondements, effectivement, du catholicisme, mais également d'une vraie politique de droite, c'est-à-dire favoriser systématiquement le travail et ceux qui amènent du travail. Et je crois que c'est ça qui est important. Vous savez, je travaille, j'ai un cabinet de conseil pour des TPE, je travaille avec ces gens-là toute la journée. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de commerçants, d'artisans, de chefs de petites entreprises, et maintenant même de chefs d'entreprise plus importants, mais pratiquement d'envergure nationale, mais donc enracinés dans les problèmes de notre pays, se rendent compte qu'en réalité, non seulement l'État et le système ne les aident pas, non seulement ils ne les laissent pas tranquilles, mais je crois que tout est fait aujourd'hui, et je pourrais en parler pendant des heures, pour démolir le tissu des entrepreneurs individuels, le tissu des commerçants, des artisans et de tous ces gens-là qui travaillent. Donc je crois que ce qu'il faut vraiment travailler, c'est cette idée de social, mais d'un social qui vise en fait à partager les fruits de la richesse produite avec ceux qui la produisent, c'est-à-dire, je dirais, un corporatisme qui rapprocherait les salariés et les patrons dans le sens véritablement d'une amélioration des conditions de tout le monde. Et je crois que c'est vraiment ça le fondement d'une politique économique et sociale catholique, et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais que Civitas International appuie. Xavier? Moi, je suis un grand admirateur du colonel de Larocque, c'est-à-dire que lui aussi a été dissous, d'ailleurs, il a été dissous en 1934. Ah oui. Et malheureusement, dans le milieu nationaliste, son œuvre a été tout à fait négligée, alors qu'en fait, c'était lui qui avait tout compris, bien meilleur que l'Action française. À l'origine, lui, ce qu'il crée, en fait, c'est un mouvement d'entraide sociale, donc qui est autour des croix de feu, c'est-à-dire les mouvements des vétérans. Et en fait, il est dissous en 1934. En 1936, il renaît en tant que Parti social français.
il a, selon les historiens, entre 1 200 000 adhérents jusqu'à 2 millions pour une France de 35 millions d'habitants. Et si l'Allemagne ne nous avait pas envahis au printemps 40, il y aurait eu des législatives. Et encore une fois, c'est un consensus des historiens généraux, notamment les biographes, des biographes de Colonel de la Roque. Il aurait remporté les élections et la France aurait pris un tour totalement différent. C'est-à-dire qu'en fait, l'invasion allemande a sauvé la gauche française. Il faut quand même le rappeler. Voilà, c'est parce que sinon, le colonel de la Roque allait arriver au pouvoir sur un modèle catholique social qui est né à la fin du siècle. Et lui, ce qu'il avait fait, c'était qu'en fait, il n'était pas parti du haut d'un parti centralisé pour développer ensuite le maillage territorial. Il est parti de l'inverse. Il a créé des mouvements d'entraide dans une France qui était en difficulté. La France a eu les répercussions de la crise de 29 et qui en plus était menacée physiquement par l'Allemagne qui d'ailleurs n'avait pas attendu Hitler pour se redresser économiquement et militairement. Et je pense que c'est aussi à ça qu'il faut penser, c'est-à-dire que la force du colonel de la Roque, pourquoi est-ce qu'il a pu rebondir en 2 ans, c'est qu'en fait il y avait un maillage, parce qu'en fait il n'était pas parti pour prendre le pouvoir, il était parti pour aider les gens du point de vue local. Et moi, je suis le fil Twitter de Laurent Ozon. Et donc, il a fait un tweet là-dessus, assez détaillé, où il demandait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver la France. Et il a dit ça. Et il a dit exactement ça. Il a dit qu'il faudrait commencer au niveau régional, au niveau local. Vous vous présentez à la mairie, vous commencez à organiser les forces autour de vous de manière modeste, sans espérer un jour devenir ministre comme Jordan Bardella, mais pour essayer en fait de faire du point de vue, comme disait Sénèque, je fais ce que doit ou fais ce que peut, je ne sais plus exactement, mais faire quelque chose à son niveau, voilà, qui fait que vous allez être efficace, et après ça peut avoir des conséquences, voilà. Et le problème, c'est que effectivement ça prend du temps. Le Parti social français, il s'est créé après la Première Guerre mondiale. Pour arriver à cette maturité là, il lui a fallu 10 ans, et encore après la dissolution des Croix de Feu, il a fallu 2 ans pour devenir un véritable parti tel qu'il devrait être, c'est-à-dire que tourner vers l'action sociale. Pour moi, ce qui est typiquement français, c'est ce catholicisme social qui a échoué à prendre le pouvoir, qui a failli réussir. Et donc, voilà, donc c'est peut-être ça aussi que pourrait faire Civitas. Alors, c'est très ambitieux. Je pense que pour initier l'affaire, il faudrait beaucoup d'argent, mais qui sait. Vous aurez peut-être des généraux. Je dirais, sans avoir nécessairement l'argent, beaucoup de volonté humaine. Voilà. Et l'action locale, l'action locale sans ambition démesurée, vous voyez, l'action locale sans ambition démesurée, de faire ce que chacun peut faire à son niveau. Et puis un jour, on s'aperçoit qu'on est très très fort en fait. Parce que là, donc, voilà. Justement, avant que Darmanin nous tombe sur le dos, nous avions déjà entamé plusieurs émissions sur les préparations aux élections municipales de 2026, qui justement sont pour nous un objectif de reconquête de la France rurale, parce que pour nous, c'est évidemment à travers les petites localités, non pas à travers les grandes métropoles, mais à travers les petites localités, et notamment la France rurale, qu'il y a une grande action sociale à faire, de reconquête. Mais donc, vous êtes prêt, cher Alain? Là, vous mettez le doigt sûrement sur une des causes qu'on n'a peut-être pas assez abordées de l'attaque actuelle que vous subissez, parce que c'est vraiment de ça dont ils ont peur. Parce que ça, c'est quelque chose que je remarque systématiquement. Ils tapent sur qui à chaque fois? Ils tapent de manière démesurée sur, par exemple, les militants identitaires qui ont fait des actions concrètes pour bloquer le col de l'échelle, par exemple. Ils vont taper, et peu importe le mouvement, ils vont taper sur... À Angers, voilà. Et ils vont taper sur les gens qui se prennent en main et qui risquent de donner l'exemple à d'autres qu'en fait, en se prenant en main, on peut faire beaucoup, en fait. Ils vont taper sur Casas Novas, par exemple. Quoi qu'on pense de lui, mais quelqu'un qui explique, voilà, en fait, la démarche, c'est la santé, on peut se prendre en main pour sa propre santé. Après, je ne parle pas de ce qu'il y a derrière ou ses méthodes ou pas, mais chaque fois, pourquoi sur lui plutôt que sur plein d'autres blogueurs ou autres qui parlent des mêmes questions? Parce que lui, il dit, en fait, on peut se prendre en main.
Donc tous les gens qui vont dire faites par vous-même ou voilà, faites ce que doit, comme disait Xavier, eh bien là, ils vont taper dessus. Donc là, forcément, c'est dans la même logique avec Civitas qui propose de faire de l'action locale et de se prendre en main pour ça, Ouais, ouais. c'est ce qui leur pose problème. Parce qu'en fait, c'est ce qui. Les globalistes, ils ont cette idée du glocalisme, sur de faire relier le local au global. Donc en fait, c'est ce qu'ils ont toujours du mal à tenir. Hein. C'est par le pays réel. Finalement, depuis la Vendée, ils attaquent toujours le pays réel. En fait, c'est ce qui leur échappera toujours. Hein. Et là, actuellement, pourquoi l'attaque aussi sur la famille? Parce que la famille, c'est la cellule de base de la société. Et c'est Bien toujours sûr. la dernière chose. Hein. C'est presque la structure moléculaire, atomique, là, qu'ils n'arrivent pas encore à complètement. Et il faut attaquer ça maintenant pour leur projet d'homme nouveau. Donc, en fait, ils buteront toujours là-dessus. Et je pense qu'effectivement, là, il y a quelque chose. Alors, dernière question, est-il nécessaire, selon vous, de coordonner la résistance catholique au nouvel ordre mondial, donc entre autres entre les frontières du coup? Est-ce que dans le cadre du nouvel ordre mondial, compte tenu de l'attaque organisée des mondialistes, est-ce que les catholiques doivent s'organiser par-delà les frontières pour se coordonner? Xavier? Alors, moi, je dirais les catholiques européens, oui, mais j'ai une expérience plutôt mitigée vis-à-vis du mouvement conservateur international, notamment celui qui est d'inspiration nord-américaine, pour être parfaitement honnête, qui sont très Bien bien sûr. sur les valeurs, sur l'avortement, etc. On est vraiment, moi, je pense, pour ne pas le nommer, World Congress of Family, mais malgré tout, j'ai quand même vu chez ces gens-là les vecteurs d'influence nord-américains. Voilà, il faut que je précise évidemment qu'ici, dans la façon dont je voulais poser la question, c'est hors du schéma néoconservateur Oui, américain. voilà. Ah bah, moi, je pense aussi. Je pense que de toute manière, en fait, si vous voulez, après la Deuxième Guerre mondiale, on était arrivé, on aurait pu construire une Europe. Enfin, on n'est pas construit à l'Europe, il suffisait juste de laisser les nations faire. Finalement apaisée parce qu'il n'y a plus de conflit de frontières entre les grandes puissances européennes. La France, par exemple, avec l'arme nucléaire, comme le disait Pierre-Antoine, ne risque plus d'être envahie par personne. Donc, on aurait pu se permettre de développer, de laisser les nations européennes se développer entre elles de manière harmonieuse, de manière symphonique, pour parler comme les orthodoxes, harmonieuse et symphonique. Et en fait, ça n'a pas eu lieu parce qu'on nous a vendu un projet, un vieux projet d'ailleurs qui datait des années 20, de supranational. Alors qu'en fait, les nations ne sont pas l'ennemi de l'Europe. Au contraire, c'est leur richesse. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie de l'Europe qui est catholique, en tout cas dans ses fondements, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, une bonne partie de l'Allemagne, l'Allemagne rhénane notamment, et puis la France. Et donc, effectivement, il y a besoin d'échanges d'expériences. Mais cela dit, moi, j'ai quand même une vision très nationale. Et je pense que le modèle dont on parlait tout à l'heure, et je suis vraiment heureux, je ne suis pas assez les activités de Civitas et je m'en veux, et j'espère que vous me pardonnerez, mais de savoir que vous avez un projet local, c'est fort. Vous voyez, si je peux vous y aider d'une manière ou d'une autre, je serais volontiers. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus à un moment où on va organiser une grande résistance catholique en Europe. Aujourd'hui, il faut descendre de manière humble au niveau Oui. local et après, effectivement, échanger des échanges d'expériences, un peu comme faisait le Parti communiste, la Troisième Internationale dans les années 20 et après, c'est utile. Mais cela dit, je pense qu'on a vraiment des problèmes spécifiques. Voilà, il faut mesurer nos ambitions. Déjà, ce que vous allez faire, cher Alain, c'est énorme. Hein. Si vraiment vous essayez d'être présent dans les municipalités, en tenant ce discours, en ramenant les sujets interdits, comme l'avortement, la famille, sur le débat public au niveau local, mais pour moi, l'Europe viendra après. Si la France est sauvée, l'Europe sera Oui, sauvée. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Olivier? Je pense que la coordination de la résistance catholique est une chose qui est nécessaire. Et il faut arriver à se rapprocher. Il faut arriver à montrer qu'en fait, la plupart des pays partagent aujourd'hui les mêmes problèmes de, je dirais, ces contre-valeurs qu'on nous impose et qui finissent qui avaient fini
par s'imposer un petit peu dans les têtes à force de propagande, et beaucoup de gens qui étaient contre, enfin qui sont toujours contre, je dirais, ce rouleau compresseur globaliste, se sentent isolés, se sentent seuls face à elles-mêmes et face à leur poste de télévision, leur radio, etc. Et je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à rassembler un maximum de gens en France, mais également à l'étranger, pour que chacun se rende compte qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul face au rouleau compresseur du globalisme et du nouvel ordre mondial, et qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à résister à cela. Et je crois que c'est très important, dans le cadre de Civitas International, qu'on arrive un petit peu à se coordonner tous ensemble face au globalisme. Pierre-Antoine? Ben, je pense que ce que disait Xavier est très juste. Alors, les globalistes détruisent l'État par le haut, hein, ils le phagocytent en mettant leur personnel politique en haut. Nous, on doit, là pour le coup, reprendre leur terme, le régénérer par le bas. Et en fait, notre idéal, c'est l'idéal d'un État organique. Et donc, nous sommes, c'est nous qui en sommes. Qui pouvons le faire, et on peut le faire effectivement par le biais local. La coordination au niveau international, elle peut être intéressante. Par exemple, moi je me rappelle quand Salvini était au gouvernement en Italie, il y avait eu justement un des colloques justement du Congrès mondial des familles comment c'est je ne sais plus quelle ville, à Ravenne, non, une ville comme ça, en fait, où tout le monde était allé, et c'était intéressant parce que là, en fait, c'est-à-dire ça peut être intéressant d'organiser des événements, comment dire, ponctuels qui rassemblent les forces Oui, pro-vie ou et qui les font venir, par exemple, en France, voilà, ou que nous-mêmes nous allions dans d'autres pays, voilà, qui est une forme de coordination dans ce sens-là. Mais effectivement, ça peut pas, et ça peut être ça doit être, selon moi, au-delà même du catholicisme, ça doit inclure le monde orthodoxe. Je reviens de Belgrade il y a peu de temps. Il y avait une manifestation pro-vie gigantesque, plein de monde. C'est tellement influent que même le président serbe est obligé de montrer qu'il irait dans ce sens potentiellement. Bon, je pense que s'il y avait une majorité de LGBT, il dirait qu'il est pro-LGBT, c'est un politique, mais voilà, mais peu importe. En tout cas, ce qui compte, c'est ça. Donc, si on inclut aussi, voilà, parce qu'on voit vraiment cette résistance, là, il ne faut pas se leurrer, hein, au niveau, là, si on parle de résistance mondiale, la force qui résiste qui résiste au satanisme globaliste, là, c'est clairement aussi l'orthodoxie. Donc, en fait, on a besoin de cette coordination, comment dire, chrétienne, en quelque sorte. Mais après, effectivement, ça ne peut se faire qu'à l'échelle nationale, au niveau réellement de l'organisation politique. Mais je pense qu'organiser des sortes de forums ou des événements de ce type-là, ou bien si on sait qu'on va organiser une grosse manifestation pro-vie, convier tous les partenaires internationaux avec qui on est, ça peut avoir un impact. Voilà. Notamment, vous parliez de l'AfD tout à l'heure, Xavier, l'Allemagne, c'est pas loin. Se coordonner avec des gens comme l'AfD pour des événements ponctuels, ça peut être très intéressant. En effet, Oui, si je peux rebondir là-dessus, moi par exemple, au moment de la manif pour tous, de temps en temps, je suis invité sur l'équivalent orthodoxe de KTO russe. Oui. Donc, et en fait, les Russes étaient impressionnés. Ils disent, vous êtes capable de mettre des millions de personnes dans la rue pour la famille contre le mariage homosexuel. Nous, on ne peut pas le faire. Comment vous arrivez là? Donc, et ça les intéresse en fait. Et donc, effectivement, je pense que l'échange avec le monde orthodoxe, avec le monde gréco-catholique, le monde héléno-chrétien, pardon, extrêmement important, parce qu'en gros, ce qui nous sépare, c'est une feuille de papier à cigarette. Et eux, ils ont besoin de notre expérience, nous, parce que nous, en fait, on milite contre des États qui nous sont hostiles. Alors, les orthodoxes en Russie, ils n'ont pas du tout ce problème. Hein. Ils ont le soutien de l'État. En plus, il y a une grande politique démographique. Donc, ils font feu de tout bois. Mais nous aussi, on peut ils ont des choses à nous apprendre. Et voilà. Dans ce sens-là, oui, un partage d'expérience, une espèce de Comintern héléno-chrétien me
me paraît tout à fait Un judicieux. conserve interne. Alors, je vais terminer par votre actualité à chacun d'entre vous. D'abord, Olivier, je voulais annoncer que nous allons bientôt préparer ensemble des émissions justement sur les questions économiques et sociales. Donc, on aura l'occasion de présenter à nos spectateurs l'avancée prochaine de ce projet, mais voilà, c'est un projet qui devrait se concrétiser bientôt. Quelques mots, Olivier, sur votre actualité Oui, oui, j'avais réagi l'année dernière lors de la fête du pays réel à l'intérêt que vous avez marqué dans votre discours pour les activités des commerçants, des artisans, des petits chefs d'entreprise, de tous ces tissus économiques qui fait tenir encore ce malheureux pays qu'est la France debout. Et ces gens-là le font envers et contre tout, et en particulier envers et contre l'État, je le maintiens. Et donc, on a dialogué suite à votre discours, et on a eu l'idée de faire une émission spécifique pour aider les chefs d'entreprise. Là, c'est un peu le terrain local, enfin, pas tellement dans le sens régional, mais dans le sens qu'on se porte un petit peu au secours de tous les gens qui sont donc des entrepreneurs individuels ou des des chefs d'entreprise pour les aider, trouver des solutions à leurs problèmes en comptant sur, je dirais, l'expertise que je peux avoir à travers mon activité professionnelle que je pratique depuis plus de 20 ans, qui est l'assistance aux PME, PMI, qu'il s'agisse de la création, toutes les aides dont ils ont besoin, mais également la prévention des difficultés, mais également les problèmes, je dirais, de fraude fiscale, enfin non pas de fraude fiscale, mais de contrôle fiscaux ou de contentieux avec l'État ou avec les administrations. Je peux les assister dans tous ces domaines-là et je peux leur donner des conseils en direct sur des appels dans la mesure où ils sont à même d'évoquer leurs problèmes et je voudrais vraiment aider toutes ces catégories qui aujourd'hui sont fort maltraitées. Je voudrais dire également que je sors très prochainement un nouveau livre aux éditions de Paris qui s'appellera Le choc des trois France. Merci Olivier. Alors bien sûr, voilà, je serais bien content de pouvoir également augmenter la cadence d'émission avec Pierre-Antoine et Xavier, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser ces nouvelles technologies pour justement régulièrement informer, réinformer l'opinion publique et contourner les médias du système. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons vraiment rivaliser avec les médias du système. Il faut apprendre à se distancer des médias du système et à encourager les gens à mettre toute leur attention sur les médias alternatifs et sur tout ce qui peut exister sur les réseaux sociaux. Et donc, Xavier, quelle est l'actualité que l'on pourrait annoncer? Alors, là, je pars dans 10 jours à Valdaï. Donc, le club Valdaï, c'est un cercle de réflexion qui a été fondé il y a une quinzaine d'années. Donc, j'y vais pour Russia Today, en fait. Parce que maintenant, j'ai rejoint l'équipe de Russia Today. Donc, c'est pas ma seule activité, mais c'est une de mes activités. Ensuite, je viens en France la deuxième quinzaine d'octobre. Donc, j'ai une série de conférences, de médias. Bon, bien sûr que des médias alternatifs. Et j'étais censé présenter mon futur livre, je peux dire le titre, là c'est un scoop pour Civitas qui s'appellera Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, donc qui est la suite de mon bouquin de 2015, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, et là c'est pourquoi la Russie a gagné. Donc j'avance bien, mais pas aussi vite que je le veux, parce que oui, j'étais à Vladivostok pour le Forum économique de l'Extrême-Orient la semaine dernière. Là, je pars à Valdaï. Voilà, donc je suis très chargé, mais je vais y arriver. Et bon, je ferai la conférence avant que le livre sorte. Mais peut-être, vraisemblablement, mais cela dit, il sortira. Et donc, mon activité, mon actualité littéraire, c'est ce livre, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Merci. Pierre-Antoine, vous aussi, votre actualité? Oui, moi j'ai terminé mon prochain livre qui là rentre dans la phase de production prochainement, donc il sera disponible, je pense, tout début octobre, qui va s'appeler Société ouverte contre Eurasie, géopolitique du globalisme,
Alors, Monsieur Piacentini, j'étudie le mondialisme en détail. Donc, dans le précédent, j'avais étudié les aspects biopolitiques et sanitaires. Et dans celui-ci, je me concentre vraiment sur les aspects géopolitiques. Voilà, et donc, c'est immédiatement connexe de tout ce qu'on a évoqué, puisque selon moi, vraiment, ce qui empêche des relations internationales stables entre États souverains, c'est précisément le mondialisme, et le mondialisme vraiment comme orientation politique des États. Et donc, bon, bah, dans ce livre, je parle un peu des fondamentaux géopolitiques du globalisme, hein, à travers les principaux stratèges et théoriciens, depuis Mackinder jusqu'à nos jours. Et puis aussi, je parle d'éléments. En fait, c'est vraiment un livre de sciences politiques, hein, puisque je parle du paradigme réaliste des relations internationales, de la manière dont la France devrait finalement se réapproprier cette manière d'aborder les relations internationales. Et finalement, la manière dont, comment dire, on a vraiment deux orientations possibles et qui coordonnent tout le reste, en fait, hein. Donc, ça fait des décennies qu'on a en France un personnel politique qui est d'orientation globaliste. Et le globalisme est une des traditions de pensée des relations internationales. Et donc, le fait d'avoir cette orientation-là, même chez des gens qui ne seraient pas forcément animés de mauvaises intentions, nous fait aller dans la mauvaise direction, une direction qui est anthropologiquement faussée, puisque c'est finalement, depuis 1789, toujours le même problème, c'est le problème de l'homme à l'état de nature. Voilà. Donc, les réalistes pensent que l'homme à l'état de nature, eh bien, comme dans le christianisme, on pense qu'il est déchu. Eh bien, les globalistes, eux, pensent qu'à l'état de nature, l'homme est bon et finalement, il faut reconstruire, se débarrasser de ce qui empêche cet état de nature d'émerger. Alors qu'en fait, et ce que nous vivons actuellement, c'est précisément le retour à, en fait, la dépolitisation paradoxale de notre société et le retour à un état de nature, en fait, un pré-politique. Donc, en fait, donc, je parle de toutes ces questions-là dans le prochain livre. Et voilà. Au mois d'octobre, donc. Au mois Si vous me d'octobre. permettez, puisqu'on parle d'actualité, moi je parlais d'actualité immédiate. Normalement, demain, vendredi 22 septembre, sort sur l'échiquier mondial, donc il y a mon émission sur RT, une émission sur Georges Soros, dont l'invité vedette en plateau, parce qu'il était à Moscou, et Pierre-Antoine Plaquevent. Voilà, Extraordinaire. On regardera ça avec grande attention. Alors, messieurs, merci vraiment encore pour votre participation à cette émission. Et puis, naturellement, j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver prochainement à nouveau pour ce type d'émission, de débattre sur la suite des événements, quelle que soit la situation de Civitas en France. Nous aurons nécessairement à poursuivre ensemble nos réflexions sur l'actualité politique, géopolitique, économique et sociétale en France et ailleurs en Europe. Merci à vous. Au revoir, merci. Merci Alain.